Alors bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour notre conférence d'Urasso. Je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée d'Urasso, l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Et je suis ce soir avec Philippe Barbet. Bonsoir Philippe. Bonsoir Delphine et bonsoir à tous. Alors voilà, nous sommes réunis ce soir pour un thème important. Ce thème, c'est comment protéger nos enfants de la pornographie. Alors, ce thème s'adresse aussi bien à des parents qu'à des éducateurs, des chefs et cheftaines scouts. Voilà, tous ceux qui ont un rôle d'éducation auprès de leurs propres enfants ou auprès d'autres enfants. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que la pornographie imprègne tout notre environnement, pardon, de la publicité à la mode, au cinéma, aux séries télévisées et bien évidemment avec Internet, avec les smartphones et la multiplication des écrans, l'accès à des images pornographiques est de plus en plus facile et peut se faire à n'importe quel moment. On constate aujourd'hui qu'à l'âge de 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été confronté à des images pornographiques. Donc il y a un enjeu réel à protéger nos enfants de ce fléau. Et pour cela, nous allons pouvoir vous donner quelques clés et quelques conseils grâce à vous, Philippe. Donc, vous étiez inspecteur principal de la jeunesse et des sports. Nul n'est Euh, parfait. c'est très bien. Et vous êtes membre et administrateur de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Et vous êtes particulièrement en charge du secteur de l'éducation au sein de la Confédération. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques mots sur les associations familiales catholiques, les AFC. Oui, merci. Donc, les associations familiales catholiques, ce sont des associations, donc bien sûr, qui sont catholiques, comme leur nom l'indique, qui ont été créées au début du siècle dernier, vers 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, pour veiller à ce que à la protection de notamment des enfants dans les écoles publiques, hein. Et depuis plus d'un siècle, donc les AFC travaillent à la défense et à la promotion de la famille auprès des pouvoirs publics. Donc c'est la seule association qui est reconnue, d'ailleurs elle est reconnue d'utilité publique, pour représenter les familles auprès des pouvoirs publics. Et ça se passe à travers notamment les UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et les UDAF, les unions départementales d'associations familiales. Nous intervenons aussi directement auprès des pouvoirs publics sur tous les sujets qui intéressent la politique familiale, hein, qu'il s'agisse des allocations familiales, des problèmes de logement, des problèmes de consommation, des problèmes d'éducation, des problèmes liés à la culture de vie, hein, comme malheureusement l'euthanasie aujourd'hui. Donc nous intervenons sur tous ces sujets. Également, nous voulons défendre l'image de la famille et promouvoir la famille comme une réalité fondamentale pour la société et la condition du bonheur pour tous, et aussi de soutenir les familles, hein. Alors, ça passe par les chantiers éducation qui aident les mères de famille dans leur mission d'éducation des enfants, à travers des conférences, à travers des actions de solidarité, à travers aussi des publications comme ce livret qu'on vient de publier sur les questions de pornographie, et également des actions de formation, de conseils pour les parents et les familles, pour les aider, les accompagner dans leur mission de famille. Donc, à la fois, on représente les familles, on défend les familles auprès des pouvoirs publics, et on essaie d'intervenir sur le plan de la société pour que les familles soient reconnues, et également on aide les familles dans leur mission, hein. Alors j'insiste sur le fait que le fait d'adhérer vous permet d'être représenté. Tout le monde ne peut pas militer aux AFC, parce que souvent quand on parle à un catholique d'adhérer, il dit ah ben, je suis déjà engagé au Scout d'Europe ou dans la paroisse, ou etc. Mais le fait d'adhérer fait que nous, on peut vous représenter auprès des pouvoirs publics. C'est-à-dire quand je vais voir mon député ou quand on va voir un ministre, et on peut lui dire on a tant de familles derrière nous, ben on pèse plus que si on n'a personne. Donc voilà, donc le fait d'adhérer permet ça coûte 35 euros, c'est pas très cher, et ça permet d'être représenté automatiquement auprès des pouvoirs publics. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Merci beaucoup, Philippe. Et ça valait le coup de repréciser un petit peu ce que sont les AFC et leur rôle qui est important. Alors, on a proposé cette conférence à l'occasion de la sortie du livre dont vous avez parlé. Voilà un petit guide que vous voyez ici, qui s'appelle 12 questions à se poser pour protéger ses enfants de la pornographie, que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur Pierre Tecky, sur le site des AFC ou dans différentes librairies.
Et donc, voilà, je vous invite à vous procurer ce petit guide qui pourrait être un très bon complément de la conférence de ce soir. Alors, ce soir, nous allons voir un petit peu quels sont les constats déjà, voilà, faire un petit panorama de la situation actuelle et des enjeux. Et puis, nous verrons grâce à Philippe comment prévenir, comment protéger nos enfants, comment les éduquer à l'amour, quelles sont les ressources de la foi dans cette éducation à l'amour et de manière plus générale ensuite le combat contre la pornographie qui est voilà, qui a lieu actuellement avec des avancées dont Philippe vous parlera. Alors on va avoir une trentaine de minutes de topo, voilà, une trentaine, 40 minutes de topo et puis vous pourrez ensuite poser vos questions. Il y a un petit bouton exprès pour cela qui s'appelle questions et réponses. Et donc, à l'issue de la conférence de Philippe, nous pourrons passer un petit temps de questions-réponses. Si besoin, nous pourrons ouvrir le micro de certains participants s'ils souhaitent poser leurs questions de vive voix. Et je précise que cette conférence est enregistrée et donc vous pourrez accéder au replay de la conférence dans les jours qui suivent. Voilà, pour l'introduction. Je vais donc passer la parole à Philippe en, comment dire, en affichant tout d'abord le support de la présentation. Voilà, c'est parti. Et Philippe, je vais vous donner la parole. Voilà, merci Delphine. Donc voilà, donc tout d'abord, le constat, donc la pornographie, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la pornographie? Bon, vous le savez plus ou moins. La pornographie, ça vient de deux mots grecs qui disent signification, représentation de prostituées, hein. Et donc, ce sont des supports Alors, qui représentent des scènes d'ordre sexuel sur des supports généralement artistiques, qui se veulent souvent artistiques, et qui sont souvent choquantes, des scènes choquantes où s'exprime la violence, des rapports de domination et qui ont pour but de développer l'excitation sexuelle et la masturbation. Alors c'est vrai que pendant longtemps, il s'agissait surtout de dessins et d'écrits, éventuellement de pièces, éventuellement mais c'était essentiellement dans ce domaine-là. La pornographie a toujours été très répandue, hein, ça existait depuis l'Antiquité, on l'a vu en Grèce, ça existait au Moyen-Orient, en Orient, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est son développement, puisque maintenant, la pornographie se développe à travers des films et les réseaux numériques. Alors, la pornographie, euh, bon, se distingue de l'érotisme en principe, puisque l'érotisme est censé représenter des scènes sexuelles avec un caractère plus soft et je dirais moins violent, hein, et plus artistique. Bon, cela dit, la limite n'est pas toujours facile à voir. Parfois, sous prétexte d'érotisme, en fait, c'est de la pornographie qui passe à travers des expositions, des choses comme ça. Ce qui est nouveau, bien sûr, c'est le développement exponentiel de la pornographie. Et on l'a vu depuis le siècle dernier. On a commencé par les films. Alors, les films ont déjà été, avec les films, notamment les films X, classés X, ont été un premier développement de la pornographie. Ça a continué avec la télé, hein. Dans mon enfance, il y avait les films qui étaient marqués d'un carré blanc que les mineurs ne pouvaient pas voir, mais là encore, ça restait maîtrisable. Et puis aujourd'hui, le problème, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avec Internet, avec les smartphones, en 2 minutes, vous faites 2 clics et vous avez accès à des horreurs sur Internet et vous pouvez voir n'importe quoi. Et donc, de ce fait-là, je dirais, c'est accessible maintenant en direct à n'importe qui, y compris aux mineurs, hein. C'est comme si vous mettiez vos enfants mineurs dans une grande bibliothèque où il n'y aurait que des livres pornographiques et des films pornographiques en les laissant vivre là-dedans. Vous n'en avez pas l'idée. C'est ce qu'on fait en leur remettant ces engins entre les mains, hein. Donc, il y a un développement exponentiel. Et puis, la pornographie, on la retrouve un peu partout. On la retrouve dans la mode. On la retrouve bien sûr au cinéma. Il y a des expositions. Elle est difficile aussi de lutter contre, puisque, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, on freine toujours un peu tout ce qui pourrait aller contre. Derrière, bien sûr, il y a des enjeux économiques considérables et une véritable traite humaine, hein. Donc, c'est une industrie, hein, qui produit d'énormes profits. En 2013, on estime qu'il y avait 57 milliards de dollars et on estime aujourd'hui qu'il y en aurait 100 milliards de produits de chiffre d'affaires, dont 200 millions d'euros pour la France.
il faut se représenter que 35% du contenu téléchargé sur Internet c'est du contenu pornographique. Donc, vous voyez, c'est énorme. Hein. Si on prend, par exemple, des entreprises connues dans des productions d'œuvres pornographiques, par exemple, Dorcel, on estime que c'est 35 millions d'euros. Jackie et Michel, 20 millions d'euros. Il y a 19 millions de visiteurs uniques de sites en France chaque mois et 36% des internautes français y ont accès. Et bien sûr, le confinement a développé considérablement, avec le télétravail, l'accès à la pornographie. D'ailleurs, même un des sites connus de pornographie se présentait d'ailleurs comme le partenaire du télétravail. Donc, c'est pas mal. Donc, et il faut voir que derrière tout cela, bien sûr, il y a tout cet argent, et il y a aussi une exploitation des personnes qui est extrêmement violente, sordide, qui confine à la prostitution. C'est les pratiques de sadisme, de violence. Les viols sont monnaie courante. Il faut bien savoir que la plupart des personnes qui jouent là-dedans, alors, sauf quelques grands acteurs qui peut-être ils font fortune, mais ils sont peu nombreux. La plupart, ce sont des gens qui sont fragiles, qui sont dans des situations précaires et qui sont exploités et qui n'ont pas le choix et qui se retrouvent dans des systèmes où ils sont violés, brutalisés, et qui ne peuvent pas résister à ce qu'on leur propose. Ils ne peuvent pas refuser ce qu'on leur demande. Donc, on est comme dans la prostitution, dans une situation de traite et d'esclavage. D'ailleurs, il y a actuellement plusieurs responsables de sites pornographiques, de production pornographique en France qui font l'objet de poursuites pour viol et proxénétisme, et chantage. Donc, c'est des choses extrêmement graves. Il faut avoir conscience, et on peut le dire à nos jeunes éventuellement aussi, que le fait de regarder ces films, ça contribue à on se rend complice finalement de ces gens-là. En plus, il y a maintenant des films amateurs qui se développent, que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit des garçons ou des filles qui se mettent en scène dans des productions privées sur les sites. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui touche beaucoup de gens et qui a des intérêts énormes. Alors, les chiffres, bien sûr, sont inquiétants, comme l'indique le tableau. Donc, on vous a mis 19 millions de visiteurs chaque mois. Et ce qui est intéressant et important de voir, c'est que beaucoup d'enfants sont concernés. Avant 11 ans, vous êtes 10% des filles. Avant 13 ans, et 11% des garçons. Et à 18 ans, 95% des garçons et 86% des filles. Donc, on voit que ça ne concerne pas que les garçons, ça concerne les filles aussi. Et que tout le monde est touché. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de le voir, parce que parfois, dans certains milieux, je dirais catho bien pensants, entre guillemets, on se dit, bon, nous, nos enfants, ils sont au Scout d'Europe, ils sont dans l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ils sont dans un bon cadre, il n'y a pas de problème. Non, non, tous les enfants sont susceptibles d'être touchés et il ne faut pas être aveugle. Donc, vous voyez, le site Pornhub, qui est un des grands sites, par exemple, 1,6 million de mineurs, donc 17% de l'audience mensuelle. Les réseaux sociaux jouent aussi leur rôle, et là aussi, comme vous le dites aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des jeunes qui se mettent en scène, et puis vous avez des gens qui consomment 3 heures, des jeunes qui consomment 3 heures de vidéos par jour. Donc, c'est énorme. Jean-Claude Bellamy, le député européen, disait que c'est 10 ans l'âge moyen d'accès à la pornographie en Europe, et qu'un enfant de moins de 12 ans sur 3 a eu accès à la pornographie. Donc, tout cela est favorisé, bien sûr, par l'utilisation du smartphone, bien sûr, des ordinateurs, des portables, etc. Il y a un lien avec cela aussi, avec le développement des revendications de transidentité. Aussi, beaucoup de filles aujourd'hui veulent devenir des garçons, c'est parce qu'elles ne veulent pas subir cette image de la sexualité qu'on leur impose. 21% des ados, en 2018, on estimait que 21% des ados consultent du porno au moins une fois par mois, et 7% plusieurs fois, et 5% plusieurs fois par jour. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas, quel que soit le milieu, là où on est, se dire que cela ne nous concerne pas, surtout qu'on n'a pas toujours, on y accède parfois facilement et sans le rechercher parfois. On y reviendra. Alors, il y a à tout cela des conséquences très graves.
hein, sur cette, sur la pornographie. Bien sûr, ça donne bien sûr une vision faussée de l'amour et de la sexualité, hein. C'est une attitude de violence, de domination, souvent une image dégradée de la femme, qui s'imprègne dans les mentalités. Pour beaucoup de jeunes garçons, ben, c'est comme ça que se passe l'amour, et puis c'est normal finalement que ça se passe comme ça, hein. Sur les mineurs, bien sûr, ça a des conséquences négatives sur tout le monde, hein. Il n'y a pas de, même à l'âge adulte, c'est aussi mauvais, mais sur l'enfant, ça a des conséquences particulièrement négatives parce que l'enfant n'a pas encore de défense sur le plan psychique qui lui permettent de prendre du recul, hein, alors que l'adulte peut plus en faire. Et donc, il est marqué beaucoup plus et il est imprégné d'attitudes de violence et de mépris qui risquent de ressurgir plus tard, à l'âge adulte, hein, dans ses relations avec les autres, dans ses relations amoureuses, etc. Donc, ça le marque et ça aussi, ça crée vraiment une incapacité à gérer ses émotions et ses pulsions, hein. Donc vraiment, ça entraîne des conséquences négatives sur le plan psychique, hein, et ça développe aussi une réelle addiction, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet dopamine, hein. C'est-à-dire que ça crée une excitation chez vous et plus, c'est comme que pour ceux qui sont addicts à l'alcool, bah, au début, vous prenez un verre, puis après, il vous en faut deux, puis trois pour avoir la même excitation. Ben là, c'est la même chose. Au début, vous regardez un film, puis vous cherchez toujours plus de violence, plus de, plus de choses qui vous excitent. Donc, ça crée sévèrement une addiction. Et d'ailleurs, à notre demande, on avait saisi l'Académie de médecine, j'y reviendrai, a fait un rapport qui confirme qu'il s'agit bien d'une addiction, hein, qu'il faut bien le considérer comme une addiction. Ça entraîne aussi un phénomène de mimétisme. Donc, on trouve d'ailleurs dans les écoles ou parfois dans les troupes scouts, hein, des jeunes enfants qui ont des attitudes de provocation sexuelle qu'on ne trouvait pas il y a 15 ou 20 ans ou il y a 30 ans, hein. Donc, ce sont des choses extrêmement graves et ça peut déboucher aussi sur l'isolement de la personne, sur des problèmes relationnels, sur une incapacité aussi à aimer, hein. On constate aussi paradoxalement qu'il y a des adultes qui ne sont plus capables d'avoir une relation amoureuse parce qu'ils vivent uniquement dans la virtualité de leur sexualité. Ils ne peuvent pas entrer dans une sexualité réelle, hein. Donc, tout cela est très grave. Et donc, ça veut dire aussi que dans les cas graves, on peut avoir besoin d'un recours à une psychothérapie pour en sortir, hein. C'est vraiment une maladie. Ça peut vraiment, dans les cas où vraiment les gens sont addicts et prisonniers de ça, il faut le traiter comme une addiction, hein. Et c'est pour ça qu'on est intervenu auprès de l'Académie de médecine. On voudrait que l'État mette en place plus de moyens pour, pour cela. Voilà, donc voilà les conséquences. Alors, comment prévenir tout cela, hein, puisque effectivement c'est très grave et on voit que ça atteint le développement des enfants directement, hein, dans leur psychisme et dans leur, dans leur, dans l'évolution. Alors, je dirais qu'il y a d'abord un certain nombre de choses à mettre en place, hein, pour éviter autant que faire se peut cet accès au porno. Tout d'abord, la première chose, c'est d'avertir les enfants et de les informer de ce qu'ils peuvent rencontrer. Qu'on le veuille ou non, ils rencontreront un jour ou l'autre la pornographie. On y a accès facilement. Parfois, en faisant une recherche sur Internet, vous tombez sur un site ou sur un film, ou parfois vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui vous propose n'importe quoi. Donc, c'est très important, le dialogue. C'est très important que les parents, les éducateurs parlent aux enfants, leur dire qu'ils verront peut-être ces images négatives, que s'ils sont choqués par quelque chose, qu'ils viennent en parler, qu'ils ne le gardent pas pour eux, et puis aussi faire appel à leur raison. Parce que les enfants sont doués de raison, donc leur dire aussi, leur expliquer que ces images, ce n'est pas l'image de l'amour, c'est pas quelque chose de normal, que derrière, il y a des intérêts financiers. Enfin voilà, c'est un certain nombre de choses qui peut les amener à réfléchir, etc. Le deuxième point, bien sûr, c'est la sécurisation des écrans, hein. C'est vrai qu'il faut arriver à maîtriser, autant que faire se peut, les écrans. Alors bien sûr, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur les écrans et les parents sont sollicités très tôt pour que les enfants aient accès aux écrans. Les écoles proposent des choses sur Internet, donc ça fait partie de la vie quotidienne.
et en même temps, il faut arriver à maîtriser ce phénomène. Alors, il y a une règle hein, qui est intitulée la règle des 3, 6, 9, 12, hein, qu'on peut résumer comme ça. Aucun écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans et pas d'Internet seul avant 12 ans. Je dirais c'est le minimum, hein, parce qu'on pourrait, si on retarde encore plus, ça ne me gêne pas. Hein, ce matin, d'ailleurs, j'entendais à la radio un pédopsychiatre qui disait que des enfants en moyenne, les enfants de 2 ans passaient déjà 1 heure devant les écrans. Alors bon, c'est déjà, il regardait sans doute pas de films porno, je veux bien le croire, mais enfin quand même, c'est pas l'idéal. Et il disait que ça a fait des conséquences après sur leur développement intellectuel et notamment sur l'apprentissage des maths, etc., et sur leur relation réelle. Donc voilà, donc limiter, retarder autant que possible l'accès aux écrans. Il y a une association, d'ailleurs, Parents Unis contre le smartphone, qui milite pour que les, les, les téléphones portables connectés ne soient pas donnés aux enfants avant 15 ans. Donc, vous voyez, après, il faut voir ce qu'on peut faire. Hein, c'est pas en fonction du contexte, en fonction des enfants, etc. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas un sujet tabou. C'est une question. Il faut absolument freiner l'accès des enfants aux écrans et le maîtriser. Ensuite, il y a un certain nombre de règles à fixer dans une maison, dans une famille ou dans une troupe, si on est dans une troupe scout ou dans un centre de vacances. D'abord, limiter le temps passé sur les écrans. Hein, on ne passe pas toute sa journée sur l'écran, etc. Hein, c'est à certains moments, etc. Deuxièmement, interdire les écrans dans la chambre. Ça, c'est très important aussi. Hein, je connais des familles où on dépose l'écran quand on rentre. Les portables sont déposés dans une corbeille à l'entrée de la maison, mais il n'est pas question, parce que dans la chambre, il se passe n'importe quoi. Là aussi, le fait de pouvoir avoir que l'écran soit consulté dans un lieu public, ça limite la casse. Hein, parce que les gens, c'est plus difficile de regarder n'importe quoi quand il y a toute la famille autour, etc. Alors, quand vous êtes dans votre chambre, vous faites ce que vous voulez. Également, accompagner les enfants dans l'usage des écrans. Là aussi, hein, l'usage des écrans, ce n'est pas quelque chose d'inné, hein, et il faut apprendre. On apprend qu'on ne met pas n'importe quoi sur, on ne fait pas de photos intimes, par exemple, sur un écran, qu'on ne met pas n'importe quoi sur un écran, qu'on ne consulte pas n'importe quel site, qu'on ne prend pas n'importe qui comme ami. Bon, d'ailleurs, nous allons publier, d'ailleurs, dans l'année qui vient, un autre livret, justement, sur l'utilisation des écrans. Donc, je ne déflore pas le sujet, mais il faut accompagner les enfants pour leur apprendre à utiliser correctement les écrans. Et puis, c'est vrai que nous-mêmes, les adultes, on est en train d'apprendre, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a un certain nombre de protections techniques à mettre. Hein. Il y a un certain nombre de contrôles. Vous savez qu'il existe des logiciels qui permettent de limiter l'accès qui permettent de limiter l'accès à un certain nombre de sites. Hein. Donc, j'en cite quelques-uns. Hein. Il y a, je retrouve là, il y a Family Kid, il y a Kestodo, il y a Coloparent, il y a un certain nombre de sites, de logiciels qui permettent de logiciels qui permettent de limiter l'accès à un certain nombre de sites. Il faut aussi consulter les sites de conseils spécialisés. Donc, je vous en ai mis là, ils sont dans le livret. Je recommande particulièrement le site ensortir.fr qui a été écrit par des membres de la fraternité Saint-Martin, des Pères de Saint-Martin. Ils ont fait des études sur les différents logiciels, sur la qualité des différents logiciels. Ils ont comparé différents logiciels pour voir quels étaient les meilleurs. Donc, ça donne une idée assez précise de ce qu'on peut trouver de mieux. Hein. Il y a aussi enfance.org et puis nationaldetech.com, là c'est en anglais, mais ces sites donnent des conseils sur le choix des logiciels qui permettent de contrôler l'usage des smartphones. Bon, aussi, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ces logiciels ils ne sont pas les mêmes pour les smartphones et les ordinateurs. Il y en a qui sont plus adaptés aux smartphones, d'autres aux ordinateurs. Donc, il faut regarder. Il faut voir aussi les propositions des fournisseurs d'accès. Si vous êtes sur Orange, Bouygues, Free, sur les gens qui vous vendent du matériel, vous avez des propositions pour bloquer certains sites ou pour bloquer certains
Par exemple, sur une télé, si vous avez chez Orange, par exemple, vous pouvez très bien bloquer l'accès à tous les films X. Voilà. Donc voilà, donc il faut utiliser ces contrôles parentaux. Donc je vous renvoie à ces sites qui expliquent bien comment faire. Alors, il faut bien voir que on ne peut pas se reposer entièrement sur ces logiciels parce qu'ils peuvent être contournés, hein. Des enfants qui se débrouillent bien en informatique sont capables de passer au travers. Et d'autre part, ils ont des limites. Certains, par exemple, quand il y a un changement de navigateur ou qu'on passe en économie d'énergie, bloque le contrôle. Bon, il y a parfois des trous dans la raquette, hein. Donc, on ne peut pas se dire simplement j'ai mis un contrôle parental, je suis tranquille, voilà, hein. Bon, c'est important aussi, si on met un contrôle parental, d'en parler aux enfants, hein. Il faut que les choses soient claires. Euh, donc voilà, donc il faut paramétrer les connexions Internet, il faut mettre des logiciels de contrôle. Tout ça est important. Euh, et également, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a aussi la possibilité du droit à l'oubli, c'est-à-dire que si des enfants ont, ont publié des images d'eux, etc., il est possible de demander au site de les retirer, hein. Donc il y a une législation dans ce domaine-là. Alors, toujours dans la prévention, il est important d'être attentif aux signaux qui révèlent une possible addiction à la pornographie, hein. Donc, on peut le constater, hein, souvent, ben, il peut y avoir des attitudes de repli sur soi, de dépression, hein. Donc, ça peut être une des raisons. Si on constate qu'il y a une tendance à se masturber, s'il y a une consultation excessive des écrans de façon cachée, tout ça n'est pas très clair, hein. Les grossièretés, les plaisanteries graveleuses, la violence, tout ça, ça peut être des signes qu'il y a un début d'addiction à la pornographie, une fuite de la réalité, des attitudes irrespectueuses vis-à-vis des femmes aussi, c'est aussi quelque chose de caractéristique. Également, l'incapacité à se concentrer, les difficultés scolaires. Alors tout ça, bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons, mais ce sont des choses qui doivent faire penser euh, qu'il peut y avoir un problème de pornographie, il peut aussi y avoir des problèmes de harcèlement. Les deux sont parfois liés, hein. Vous savez qu'il y a maintenant la pratique du revenge porn, c'est-à-dire que des jeunes qui sont en couple plus ou moins s'envoient des photos intimes, et puis le jour où ça rompt, celui qui est mécontent de la rupture va publier les photos en question sur Internet. Et du coup, forcément, ça va créer une situation difficile pour la personne qui le subit. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir cette attitude de dialogue, de fermeté, et parfois, il y a besoin de prendre vraiment des mesures de soins et d'accompagnement de la personne pour essayer d'en sortir, parce qu'on ne peut pas laisser l'enfant se perdre là-dedans. Comment réagir? Alors, effectivement, c'est toujours un peu compliqué. D'abord, il faut être conscient que la vision de ces images peut être involontaire. Et c'est même souvent le cas, hein. Vous vous laissez entraîner parce que ça peut être un ami qui vous montre une vidéo sur son smartphone, parce que là aussi, même si vous avez tout verrouillé, vous ne maîtrisez pas le fait que le petit camarade ou la petite camarade, elle a son smartphone et qu'elle va faire profiter ses amis de ses découvertes. Et puis, parfois, en faisant des recherches, en tombant sur une publicité, on se laisse entraîner. Donc, on peut pas forcément, c'est pas forcément fautif de voir une image vidéo. Ce qui est important, en tout état de cause, c'est de rassurer, de dialoguer, de laisser le jeune s'exprimer, hein, et puis peu à peu de remettre les choses en place par rapport à ce qu'est la réalité de l'amour. Il est essentiel de garder la confiance de l'enfant ou du jeune dans ce domaine-là, même si on peut avoir envie, surtout quand la vision est volontaire et qu'il y a une transgression des règles, on peut avoir envie, il peut être logique de se mettre en colère. Mais surtout là encore, il ne faut pas rompre le dialogue, parce qu'il ne faudrait pas que la peur d'une sanction empêche le jeune d'appeler au secours ou de, ou de se confier s'il est en difficulté. Et ça c'est une chose importante. Il faut que le jeune sente qu'il y a un amour inconditionnel de ses parents ou de ses éducateurs et qu'il pourra toujours se confier à eux, que même s'il est tombé, ben, il est tombé, et puis voilà, hein, on l'aime tel qu'il est, et puis on va l'aider, etc. C'est essentiel, parce que s'il y a une rupture, on peut se trouver dans une situation très difficile. Si le jeune est à un moment est complètement coincé,
soit parce qu'il sent qu'il ne peut plus du tout résister, soit parce qu'il est harcelé, parce qu'il a été imprudent dans ce qu'il a dit, il faut qu'il puisse se confier à quelqu'un. Hein. Euh, donc voilà, toujours garder cette attitude de dialogue, de rassurer, d'affirmer l'amour inconditionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler les règles et sanctionner, notamment quand on a fixé des règles, si on a fixé qu'on ne regardait pas le smartphone dans la chambre, qu'on respectait un certain nombre de règles, on doit y veiller. Mais on doit toujours garder cette relation de confiance et de dialogue parce que sinon, on risque d'aggraver les choses. Également, c'est vrai qu'en matière éducative, on souhaite toujours être dans une relation de confiance, et c'est bien. Cela dit, rester toujours vigilant sur ce qui peut se produire. Hein, ce n'est pas parce que votre fils, votre fille, votre CP est un garçon ou une fille de confiance qu'il n'est pas à l'abri d'une tentation. Hein. On est tous faibles, on peut toujours tomber, et donc il faut toujours veiller. Hein, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il faut mettre un centre de contrôle, il faut veiller, il faut vérifier, regarder l'historique des ordinateurs, où est-ce qu'on a été, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a consulté, si l'historique a disparu, pourquoi il a disparu. Il faut toujours être vigilant. Hein. Dans ce domaine-là, on ne peut pas se permettre de ne pas être vigilant. Alors, sur le plan, je dirais, positif, bien sûr, l'antidote à la pornographie, c'est l'éducation à l'amour. Hein. Qui passe bien sûr par le témoignage des parents et des familles proches. Alors, bien sûr, suivant les familles, on n'est pas toujours dans les familles idéales, hein, mais quand c'est possible, quand il y a des parents qui s'aiment et qui essaient de vivre leur mariage, c'est effectivement le meilleur témoignage. Quand ce n'est pas possible, ça peut être des familles proches, ça peut être la façon dont ça peut être des chefs scouts, des responsables de groupe, ça peut être les parrains, les marraines peuvent aussi être un rôle. Hein. Je crois que ça peut être quand des familles, par exemple, où des parents ne savent pas comment, eux, aborder le sujet avec leurs enfants, bah, peut-être que le parent ou la marraine est capable de le faire. Moi, je me souviens très bien, bon, je n'étais pas dans cette situation, mais je me souviens très bien qu'avec ma marraine, qui pourtant ne partageait peut-être pas la foi que j'avais ou que mes parents avaient, bah, j'ai pu partager un certain nombre de choses que je ne partageais pas avec mes parents quand j'étais adolescent, et c'était important. Je me souviens aussi d'une famille de chefs scouts qui étaient responsables un peu du groupe, bon, avec qui j'ai beaucoup partagé quand j'étais scout, parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. Hein. Donc, c'est important. Et on peut avoir comme ça un certain nombre de gens qui témoignent et qui, simplement par leur présence, par leur écoute, qui permettent aux jeunes d'écouter. Hein. Éduquer à l'amour, donc c'est aussi les informer, c'est tout ce qui est d'éducation affective et sexuelle. Donc vous le savez, je n'insiste pas là-dessus, mais il faut éduquer très tôt les enfants et les jeunes à l'amour, hein, et aux relations affectives et sexuelles. Sinon, c'est les petits camarades ou les films qui vont leur apprendre. Donc cette information, bien sûr, elle passe par la famille, par les proches, et puis il y a tout un réseau aussi de structures qui peuvent vous aider. Hein. Donc, par exemple, aux AFC, nous avons par exemple le dispositif Grandir et Aimer, hein, qui s'adresse aux enfants de CE1, CE2. Il y a le Clair, il y a des structures comme le Cyclo Show, comme Teen Stage, Teen Challenge. Enfin, il y a un certain nombre d'organismes, vous les avez dans le livret, qui sont là qui ont une habitude de former les jeunes et les enfants à la vie affective et sexuelle. Et donc, c'est important. Hein, il faut s'appuyer sur ces réseaux éducatifs, sur des personnes qui peuvent leur apporter cela. Hein. Il est important également d'être attentif aux messages délivrés par l'école, hein, parce que l'école se mêle de l'éducation affective et sexuelle, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Hein. D'abord, bon, que ce soit par l'approche, par les sciences naturelles, voire par l'éducation affective et sexuelle, où souvent c'est un certain nombre de lobbies qui interviennent et qui développent des théories sur le gender, la transition sexuelle, etc., et qui ne prêchent pas du tout les idées que, même dans les écoles catholiques, qui sont celles que nous défendons en tant que chrétiens. Donc là aussi, alors ça implique à la fois parfois d'intervenir auprès des écoles ou des enseignants pour leur dire qu'on n'est pas d'accord, et puis aussi parfois de retirer ses enfants. Il y a aussi parfois le fait d'aller voir un film ou une exposition ou une pièce de théâtre qui parfois n'est pas du tout qui délivre
un contre-témoignage. Et puis surtout, là aussi, le dialogue avec les enfants, parce que pour quoi qu'on fasse, nos enfants sont confrontés à ce genre de réalité, donc les préparer à y résister en y réfléchissant, en leur montrant ce qui est vrai. Donc, veiller au message, être attentif au message délivré par l'école. Également, importance d'éduquer à la pudeur. Hein, donc, j'insiste pas là-dessus. Enfin, c'est important quand même, j'insiste un peu quand même. Ce n'est pas la pudibonderie, bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans des excès. Par contre, apprendre à respecter l'un son intimité. Hein. Je ne manifeste pas en public mon intimité, je ne me promène pas tout nu dans la maison. Je me respecte dans mon habillement, dans ma tenue, je me respecte et je respecte les autres, et je veux que les autres me respectent. Hein. Euh, bon, il y a aussi bon, toute la doctrine, je dirais, le message de Jean-Paul II autour du corps humain et de la beauté de l'amour. Hein. On a vraiment montré que l'amour vrai entre un homme et une femme, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. Même s'il y a le péché, même s'il y a la difficulté, même si tout n'est pas toujours rose, c'est une morale de liberté, ce n'est pas une morale répressive. Bien sûr aussi, pour éduquer à l'amour, il faut prêcher par l'exemple. Hein, et c'est vrai aussi que ce soit pour nous adultes, que quand on est éducateur, bon, ben, il faut aussi s'interroger quelle image donnons-nous de l'amour, notre conception de l'amour. Il faut fuir aussi tout ce qui est grossièreté, grivoiserie. Hein. C'est vrai que parfois on peut se laisser aller. Non, il faut essayer de maîtriser ça parce que c'est déjà une pente qui nous conduit plus loin à des attitudes tordues. Et puis, bien sûr, bon, on sait aussi que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont concernés par la pornographie. Hein. Même des prêtres ou des séminaristes. Hein. Le pape François le dénonçait récemment. Bon, bah là aussi, hein, on peut pas, si on veut, on est pécheurs, on est tous des pauvres types, mais si on veut remporter un message, mais il faut qu'on soit vrai aussi dans ce domaine-là. Et donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à nous, notre attitude là-dessus. Sortir aussi de la pornographie et du monde virtuel, ça veut dire aussi vivre des relations vraies. Hein. Donc, il faut sortir du virtuel. Il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Hein, donc, une vie familiale, une vie de scout. Bon, là, en principe, vous êtes dans la nature. Des activités sportives, de scoutisme, de loisirs, de culture, de théâtre. Euh, Regarder le beau. Bon, je veux dire, dans le scoutisme, vous êtes habitué à voir la nature. Bon, c'est ça. Mais je veux dire, il faut sortir. La réalité du monde, ce n'est pas ce qu'on voit sur l'écran, hein, même si c'est important. C'est quand même de vivre des relations vraies, d'apprendre, de jouer ensemble, de, de partager, d'échanger. Il faut rebrancher tout rebrancher, si on est tous concernés, et rebrancher les jeunes aussi sur cette réalité. Et c'est vrai aussi, bon là aussi, la maîtrise d'écran, ça concerne aussi les adultes. Hein, parce que c'est vrai que si vous dites à vos enfants, moi, mes enfants sont grands maintenant, je leur dis plus rien, mais si vous dites à vos enfants, bon, non, passez pas votre vie sur le smartphone et que vous êtes toujours en train de regarder le vôtre, ça ne passera pas. Hein. Donc voilà, cette éducation à l'amour, hein, je traite rapidement la chose, mais c'est fondamental et c'est la meilleure antidote. C'est dans la mesure où les enfants et les jeunes seront vraiment convaincus de la beauté de l'amour, la beauté d'un amour vrai, qui n'est pas toujours facile, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des chutes, qui résisteront à la pornographie. Hein, voilà. Hein. Et présenter de façon positive. Hein, voilà. Donc la dimension spirituelle, hein, pour nous catholiques, bien sûr. Alors bien sûr, la pornographie est un péché grave, hein, je dirais même un péché mortel, hein, quand il est fait volontairement. Et c'est un péché, c'est une structure de péché parce qu'elle ouvre la porte à d'autres péchés, hein, qui sont aussi très graves. Hein. Ça ouvre la porte à la luxure, à l'adultère, à la violence, à la prostitution, à l'impureté sous toutes ses formes, et j'en passe. Donc, et d'ailleurs, je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, hein, qui a un paragraphe, hein, sur la pornographie, pour condamner la pornographie. Donc, c'est vraiment un péché grave. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour enfoncer c'est pas pour désespérer. Hein. D'ailleurs, on condamne le péché, mais on ne condamne pas le pécheur. Hein, donc, il faut croire, malgré toutes ces difficultés, en la victoire du Christ. Hein. Dans cette semaine pascale, c'est important de le dire. Hein. Donc, oui, le Christ est vainqueur du mal, y compris du mal de ce mal de la pornographie. Et la première chose, c'est de croire en la miséricorde
Dieu pardonne toutes nos chutes. Hein, et ça, c'est important de le redire à nos jeunes. Parfois, quand ils tombent, de dire, bah, écoute, voilà, nous, tu es tombé, mais nous, on te pardonne et le bon Dieu va te pardonner aussi. Hein, c'est pas la fin du monde. Voilà. Hein, et puis, on va repartir. Il faut croire aussi, alors j'ai mis les parents, mais c'est vrai aussi des éducateurs, hein, je pense aux chefs scouts, ont une grâce spéciale pour les enfants qui leur sont confiés. Hein. Les chrétiens sont prêtres, prophètes et rois. Alors, vous êtes prêtres parce que vous avez une grâce d'intercession pour les enfants qui vous sont confiés, que vous soyez parents ou chefs scouts, donc vous pouvez prier pour eux, vous pouvez intercéder pour eux, pour qu'ils soient libérés et protégés. Vous êtes prophète parce que le Seigneur vous donnera la grâce de porter la parole de Dieu et d'avoir une parole juste sur les situations qu'ils rencontreront. Et roi, parce que vous avez l'autorité aussi pour prendre les décisions nécessaires pour leur bien. Voilà, donc il faut s'appuyer sur cette grâce qui est donnée par notre baptême, notre confirmation, et pour les gens mariés, pour le sacrement de mariage, pour vivre cela. Importance aussi de la prière en famille, et on pourrait rajouter, si c'est dans le troupe scout, dans la troupe en scout, hein, je me souviens toujours de Mère Teresa qui disait que la prière en famille, elle disait, protégeait de la drogue, du divorce, de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de maux. Ben, je dirais, elle protège aussi de la pornographie. Donc, il faut que les familles prient. Hein, et puis que les troupes prient aussi, quand on parle de scoutisme. Cette prière nous protège et nous conduit, même s'il y a des chutes, même s'il y a des difficultés, même si à un moment, un enfant ne participe plus, ne veut plus venir prier, mais il prie plus, mais les autres prient pour lui et continuent cette grâce de prière. Et il y aura des grâces. Donc, il faut le croire. Il y a bien sûr cette richesse que nous avons du sacrement de réconciliation, hein, qui a été donné, qui nous est donné, qui est une grande richesse et une grande chance. Et ce sacrement de réconciliation, mais il faut y recourir régulièrement. Et là aussi, en tant qu'adultes, montrons l'exemple. Parce que si on ne peut pas demander aux enfants de le faire si nous ne le faisons pas. L'accompagnement spirituel peut aider aussi, hein, déjà de façon générale, pour faire le point, pour évoluer, pour avoir quelqu'un à qui se confier. Et puis, il y a, je le signale aussi dans le livret, il y a des parcours pour sortir de la pornographie, hein, notamment le père Jacquinel l'Emmanuel a un parcours pour sortir de la pornographie. Il y a des solutions. Hein. Également, j'ai mis favoriser chez nos enfants des amitiés en cohérence avec leur foi. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de les élever sous cloche avec des gens qui pensent uniquement comme nous, mais en même temps, s'ils n'ont pas des amis qui partagent leur foi, qui partagent un peu la vision du monde que nous avons dans l'Église, il ne faut pas s'étonner qu'à l'adolescence, ils vont lâcher. Hein. Moi, pour le coup, je remercie les Scouts d'Europe parce que je dirais mes enfants, ici, là où je suis dans les Alpes-Maritimes, ils ont avancé, ils ont été protégés, ils vivent leur foi aujourd'hui, grâce notamment parce qu'ils avaient des amis scouts avec qui ils ont prié, avec qui ils ont pris des initiatives d'évangélisation et grâce à ça, ils ont traversé les difficultés. Hein, voilà. Après, je ne dis pas que c'est parfait. Hein, voilà. Donc voilà. Enfin, dernier point, au-delà de la dimension éducative, il y a un combat à mener contre la pornographie. Donc nous, au niveau des AFC, nous le menons, pas tout seul, avec d'autres. Hein. Je dirais que c'est un des combats qu'on peut gagner. C'est vrai que c'est plus difficile dans les projets sociétaux. On le voit aujourd'hui malheureusement avec l'euthanasie, on l'a vu avec le mariage pour tous. C'est vrai que face à des marées d'idéologie, il est difficile parfois de renverser la situation. Par contre, la pornographie, il y a beaucoup de gens qui partagent nos points de vue, hein, au plus haut niveau de l'État. Le Sénat a fait un rapport récemment, la délégation aux droits des femmes du Sénat a fait un rapport sur la pornographie auquel nous adhérons totalement, sous l'angle de la protection des femmes, mais quand même, ça dénonce les choses. Il y a un certain nombre de procès actuellement en cours contre des dirigeants de sites, des producteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour des actions pour proxénétisme ou actes de violence. Il y a au Parlement, il y a un amendement Mercier qui a été voté en juin 2021 qui impose aux sites de films pornographiques de présenter, de vérifier l'âge des enfants avant leur accès, puisque les enfants sont censés être mineurs, enfin les gens qui ont accès ici sont censés être majeurs. Et cet amendement de Mercier permet aussi à l'Arcom, qui contrôle l'audiovisuel, de leur faire des injonctions et de saisir la justice. Donc, ça a commencé à marcher. Bon, pour l'instant, la justice était plutôt timide sur les procès qui ont été faits, mais on peut espérer que ça avance.
Au niveau de la FAF, c'est-à-dire la Fédération des associations familiales catholiques en Europe, il y a aussi un combat sur la pornographie au niveau européen, parce que l'un des problèmes, c'est que ces réseaux pornographiques sont internationaux, donc si on n'a pas de réglementation européenne, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver aussi à ce que l'Europe le prenne en charge. Donc, on est aussi en train de se battre à ce niveau-là. Et on se bat aussi pour qu'il y ait une reconnaissance de l'addiction à la pornographie comme cause prioritaire de santé publique. Et là, je dirais que euh, le premier échelon a été obtenu avec un rapport favorable à ce sujet de l'Académie de médecine. Donc voilà, c'est un combat que nous poursuivrons. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour ce topo très éclairant. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran. N'hésitez pas, si vous souhaitez que nous revenions sur tel ou tel sujet, ou si vous avez des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Mais je crois que le topo de Philippe était très concret. Merci beaucoup. Peut-être, alors voilà, il y a déjà une première réponse. Pouvez-vous mentionner le site je protège mon enfant.gouv.fr? L'État s'inquiète du sujet. Philippe, est-ce que vous connaissez ce site-là, je Oui, protège je mon le enfant? connais, oui. Oui, je le connais, oui. D'accord, ok. Oui, je le connais, oui. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de sites. Hein. Là d'abord, là, j'ai plus 3/4 d'heure, donc je ne voulais pas rallonger trop. Et puis, dans le livret, on vous a mis un certain nombre de sites. Ils n'y sont pas tous, hein, puis ça évolue. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sites, on vous a mis une dizaine de sites Mm. qui interviennent dans ce domaine-là. Effectivement, le gouvernement s'en préoccupe, voilà, ce qui est une bonne chose. Oui, tout à fait. On vous remet ici aussi les quelques Oui, les réseaux réseaux éducatifs solides. éducatifs Oui, qui donc sont voilà, donc, intéressants. les AFC, donc nous, on intervient, on a donc une formation Grandir et Aimer qui a été lancée depuis quelques années. Donc c'est un réseau qui se développe, qui permet de former, d'intervenir dans les classes de CE1, CE2 donc pour sensibiliser très en amont les enfants sur les questions, sur les relations affectives et sexuelles. Et ça marche très bien. Donc on forme souvent c'est des mères de famille, ça peut être aussi des pères, qui interviennent en binôme. On les forme sur 2 week-ends, ils interviennent bénévolement et on leur donne, ils ont un kit d'intervention à la fois auprès des familles et auprès des enfants. Bon, les chantiers éducation, c'est des mères de famille qui se réunissent régulièrement pour échanger sur l'éducation des enfants. Sinon, beaucoup d'AFC font des conférences. Hein. Les AFC, donc c'est beaucoup d'associations locales hein, au départ, donc il y a des conférences. On a publié aussi, vous pouvez les retrouver sur le site de la Confédération, des web-séries hein, et aussi un certain nombre d'ouvrages sur l'éducation affective et sexuelle. Il y a Leclerc, qui est bien connu, qui intervient beaucoup dans l'enseignement catholique. Il y a les cyclo-shows XY qui organisent des formations où ils regroupent un père de famille avec un ou deux ans, avec les garçons et les mères de famille avec les filles pour les former à l'amour. Teen Star aussi qui organise des stages. Bon, Parlez-moi d'amour, je connais moins. L'ARP est une association laïque, mais qui est d'éducation à l'amour qui fonctionne pas mal. Bon, le Père Jacquinet, Libre pour aimer, donc c'est un parcours pour sortir des addictions. Et Cœur à Cœur, là aussi, c'est aussi un organisme qui aide à sortir des addictions. Voilà. Oui, celui-ci, c'est de Tanguy Laforgue, Mais qui a c'est ça, aussi Jean-Marie écrit un Laforgue. livre qui Oui, c'est ça, s'appelle oui. Délivré Tout à et qui fait, a oui. écrit un livre aussi que je recommande chez MAM, Protégeons nos enfants de la pornographie. Et vous avez toute une bibliographie complète dans le Dans le livre. petit livret. Une question de Marie. C'est difficile d'éviter les écrans dans les chambres quand nos jeunes collégiens ou lycéens travaillent beaucoup sur ces supports et qu'ils ont besoin de s'isoler des bruits de la maison. Avez-vous une réaction, Philippe, à ce sujet? Peut-être que d'autres aussi, n'hésitez pas. Si vous avez ce même sujet chez vous, je vous invite aussi peut-être à réagir dans le petit onglet discussion. Si vous avez, si vous voulez notamment nous partager les règles que vous avez à la maison au sujet des collégiens et lycéens, n'hésitez pas à les mettre. En attendant, Philippe, nous vous écoutons sur le sujet. Oui, j'ai pas de réponse toute faite. Enfin,
je crois que c'est à chaque famille de voir comment elle peut fonctionner en fonction à la fois du nombre d'enfants, des locaux dont elle dispose et tout ça. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir une règle. À mon avis, il faut quand même essayer de fixer des limites. En tout cas, que si, 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 si vraiment il faut travailler dans la chambre, on travaille dans la chambre, mais peut-être pas garder toute la nuit l'ordinateur avec soi. Enfin, voilà. Bon, je sais pas, c'est à chacun de voir. Hein, on ne peut pas fixer. C'est très difficile de fixer une règle absolue. C'est vrai que tout est en fonction des circonstances, à la fois des enfants, à la fois du contexte. C'est vrai que si vous avez un enfant unique, bon, mais il n'y a pas trop de bruit. C'est vrai que s'il a des petits frères et sœurs et puis qu'il doit travailler, il peut avoir besoin de s'isoler. Donc, il ne faut pas non plus, quand je dis ça, il ne faut pas être rigide sur ces règles, mais il faut y réfléchir. Hein. Je crois qu'il faut se fixer, là aussi, ça peut être aussi une bonne chose de réfléchir en famille pour dire quelles règles on se fixe sur l'utilisation des écrans. Et ces règles, on les applique tous, que ce soit moi, papa, maman, et puis les enfants. Comment on va gérer les écrans en famille. C'est l'occasion, c'est bien d'avoir une réunion. Ce n'est pas forcément les parents qui décident de tout. On discute, on échange. Il y a des choses négociables et non négociables, mais après tout, il faut voir quelle est la meilleure organisation. Mais après, c'est vrai qu'il faut être prudent et voir, quoi. Mais... Merci Philippe. Alors, merci Philippe. J'ai ouvert, pardon, la discussion n'était pas ouverte. Je viens de l'ouvrir. Donc, si vous souhaitez indiquer dans la partie discussion voilà, les règles que vous donnez, la façon dont vous réagissez vous à la maison, notamment avec vos collégiens et lycéens, n'hésitez pas à nous laisser votre témoignage que nous pourrons partager auprès des autres participants. Alors, il y a d'autres questions qui sont autour de ces grands ados. Une question d'Anne. Vous indiquez que le taux d'accès à la pornographie est autour de 90% avant 18 ans, 95% pour les garçons, autant dire quasiment tous, même les nôtres. Quels conseils avez-vous pour discuter avec les grands ados, les 16-18 ans? Merci à vous, Philippe. Pour discuter, là, ça dépend vraiment beaucoup de chacun, hein, mais je crois que c'est important de parler de ce qu'est la réalité de l'amour, hein, de parler de ce qu'est la réalité aussi de la pornographie. Hein, on l'a vu, c'est de l'exploitation, c'est du fric. D'essayer d'appeler à leur raison. C'est pour ça qu'il faut essayer de prendre les choses le plus tôt possible. Hein. C'est pour ça que plus les choses sont prises tard, plus c'est difficile. Après, il y a aussi avoir des amitiés. Hein, ce que je disais aussi, si vos grands ados, il faut aussi qu'ils trouvent des amis chrétiens avec qui ils partagent, ils peuvent trouver des points d'appui. Hein, pas faire de pub. C'est vrai que j'ai parlé des scouts d'Europe tout à l'heure, mais il y a aussi Paray-le-Monial pour d'autres, ou d'autres, ou les pèlerinages de Chartres. Bon, je veux dire, chacun suivant sa sensibilité et son. Mais c'est important que des grands ados, à la fois qu'il y ait un dialogue et qu'on dise les choses. Après c'est vrai que plus ils sont grands, plus ils prennent leur autonomie, et puis s'ils n'ont pas assimilé ou intégré un certain nombre de vérités tôt, plus on grandit, plus c'est difficile, hein, c'est sûr. Mais en même temps, il ne faut pas désespérer, continuer à témoigner de ce qu'on croit important, etc. Et puis quand même, il y a un certain nombre de règles en famille, mais en famille, il y a un certain nombre de choses qu'on respecte et qu'on règle. Hein. Très bien. Merci Philippe. Alors, une autre question de Clotilde. Il est parfois difficile d'avertir sans attiser la curiosité. Auriez-vous des conseils pour que le sujet ne soit pas tabou, mais que l'envie d'aller voir de quoi on parle ne fasse pas irruption? Je n'ai pas de solution. Ça dépend là aussi de l'âge, de la situation, enfin, beaucoup du contexte, hein, parce que je veux dire, ça dépend, on ne parle pas de la même façon à un enfant de 10 ans justement qu'à un ado de 18, etc. Hein. La réponse, c'est vraiment, je crois, là aussi, je pense qu'il ne faut pas il faut pas aborder quand même, il faut aborder le sujet quand même, parce que je me souviens que dans un autre domaine, justement quand j'étais jeune chef scout, je me souviens, je savais qu'il y avait des jeunes qui se droguaient. Et je sais qu'à l'époque, on s'est dit, on ne va pas en parler parce que
faut pas leur donner des idées. Puis après, j'ai découvert qu'il y en avait pas mal finalement qui se droguaient et qu'on aurait mieux fait d'en parler. Donc c'est pour ça, on sait, on peut apporter, on n'est pas obligé de balancer toute la réalité, toute la brutalité des faits, mais le fait de dire, ben, peut-être que tu as peut-être vu des images, etc. Tu sais qu'il y a des films qui sont pas terribles. Voilà. Et puis surtout, bah, si c'est quelque chose qui te choque, si tu as des questions, ben, n'hésite pas à venir, voilà, en parler. Et puis c'est là où je disais aussi, c'est important, là aussi, le rôle d'un parrain, d'une marraine, d'un chef scout, par exemple, qui va éventuellement, auquel le jeune pourra peut-être se confier plus facilement qu'à ses parents. Ça arrive aussi, hein. Donc, faut savoir jouer sur tous ces atouts. En même temps, je crois que le sujet est tellement important qu'on ne peut pas ne pas l'aborder, hein, et pas sensibiliser. Et puis après, surtout, de témoigner de la beauté de l'amour, quoi. Il faut pas, tu sais, on dit toujours, faut pas entrer sur le domaine spirituel, il ne faut pas entrer en dialogue avec le démon et regarder et regarder ce qu'il fait. Il faut regarder la beauté de l'amour, hein. Donc c'est surtout là, bien sûr, qui sentent déjà, bah, avec des couples, si c'est leurs parents, tant mieux, si c'est donc les couples autour d'eux qui s'aiment vraiment, qui témoignent de leur amour, et puis leur parler aussi, ben, de ce que c'est beau, que c'est beau, qu'eux aussi sont appelés un jour à aimer, qu'il y a un projet là-dessus, hein. Ça, c'est important. Je me souviens une fois, il y avait un jeune dont je m'occupais il y avait un petit problème avec la pornographie. Je lui ai dit, écoute, si tu continues comme ça, ben, tu ne pourras jamais te marier, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que va dire que ta femme, elle n'acceptera jamais ce genre de choses, hein. Donc, tu vois, de prendre conscience qu'il y a un choix à faire, un moment où vous choisissez d'aller vers le bonheur et vers la joie ou pas. Mais je crois il faut aborder le sujet après avec délicatesse et c'est en fonction, bien sûr, de la situation, de la personne. Il y a aussi des jeunes qui sont plus ou moins sensibles, hein. Tout le monde ne réagit pas de la même façon non plus face à ça. Même quand on parle d'addiction, il y a des gens qui peuvent regarder des films et qui ne sont pas addicts. Moi, par exemple, je peux fumer des cigarettes pendant un mois et puis je ne suis pas addict. Par contre, je connais des gens, s'ils fument une fois, c'est fini. Donc, je veux dire, on réagit pas de la même façon. Donc, c'est vrai que il faut adapter, hein. Ce que je vous dis là, c'est des guidelines. Après, il faut creuser la question, voir un peu en fonction de la situation concrète que vous vivez, comment l'adapter. Merci Philippe. Alors, il y a un des participants qui conseille le témoignage de Valérie de Mainvielle sur l'éruption du porno chez elle. Alors, c'est un témoignage qui est disponible sur le site Fabuleuse au foyer, un site bien Oui, connu des oui, je mères de connais, oui. famille. Je connais, oui, oui. L'article s'appelle Le porno, pas mon enfant, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, voilà, il y a les nombreux sites et réseaux éducatifs que Philippe nous a conseillés, que vous voyez sur l'écran. Et puis, il existe aussi de nombreux livres autour de l'éducation affective et sexuelle que vous pouvez consulter, notamment chez MAM, il y en a un certain nombre aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, à la vue de vos questions, je suis en train de me dire que ce serait certainement une bonne idée de proposer une conférence du RASSO sur comment parler d'amour et de sexualité à nos enfants et à nos ados et nos grands ados. Donc, je me note ce sujet pour essayer de vous proposer une conférence prochainement Oui, oui, sur quelque le chose comme sujet. pardon, c'est bon. Les chantiers éducation, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un lieu où des mères de famille peuvent échanger. Parce que le principe du chantier éducation, les mères de famille choisissent un sujet, et se voient tous les mois, et elles échangent sur la façon dont elles vivent cette situation éducative. Par exemple, ça peut être l'argent de poche, ça peut être les vacances en famille, etc. Mais ça peut être, pourquoi pas, comment j'aborde la question de la pornographie, comment j'aborde les réseaux sociaux en famille. Et on échange entre parents, hein. C'est aussi, là aussi, sans vouloir faire de pub pour les AFC, mais c'est aussi une occasion, dans ce cadre associatif, bah, d'avoir d'autres familles qui vivent les mêmes problèmes, avec qui on échange. Hein, parce qu'il y a pas, là aussi, il n'y a pas une vérité unique, ce serait trop simple. C'est parfois en échangeant avec d'autres qu'on se dit, bah oui, bah, on peut essayer ça, ou il y a telle situation. Je confirme. Vous faites bien, Philippe, de préciser le beau rôle des chantiers éducation pour ça. Peut-être qu'on peut rappeler qu'on peut se renseigner sur les chantiers éducation sur le site
des ALC pour pouvoir en rejoindre un proche de chez vous. N'hésitez pas. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, il vous reste 15 secondes si vous avez encore une question et que vous souhaitez nous la poser. Idem si vous voulez apporter votre témoignage dans l'onglet discussion. En attendant, donc, je me note en effet qu'on va essayer de vous proposer un webinaire sur le sujet de parler d'amour et de sexualité à nos enfants. On va avoir d'autres sujets qui vont bientôt arriver sur l'agenda du RASO autour de la jalousie, du pardon, de la prière en famille, en couple. Alors, ça n'est pas encore en ligne, mais si vous êtes inscrit à notre newsletter ou si vous êtes membre du RASO, vous serez vite averti des dates de ces conférences en ligne sur ces différents sujets. La conférence d'aujourd'hui sera en ligne, j'espère demain ou en tous les cas, dans les prochains jours. Et alors, attendez, juste dernière petite question de Marie. Sensibiliser son enfant, dès quel âge? Alors, à partir de quel âge on sensibilise nos enfants, Philippe? D'abord, il faut les sensibiliser à l'amour vrai et à la réalité. C'est l'objet de ce qu'on appelle grandir aimer tout à l'heure, mais je veux dire, en famille, très tôt, il faut que l'enfant apprenne, comprenne ce que c'est que la beauté de l'amour. Hein. Quand il peut le voir chez ses parents, c'est le mieux. Quand c'est pas possible, bon, il faut trouver d'autres solutions. Mais c'est d'abord de très tôt. Je veux dire, il faut qu'à 8 à 9 ans, avant l'entrée au lycée, l'enfant soit complètement informé des questions je dirais, affectives et sexuelles et des questions de reproduction. Il faut pas, sinon, si on ne le fait pas, ce seront d'autres qui le font. Hein. Donc, il faut qu'il soit bien informé. Après, sur l'aspect pornographie, bah, c'est surtout, ça accompagne aussi l'accès au réseau. Plus ils sont en lien avec des écrans, plus il faut leur dire, attention, dans les écrans, tout n'est pas bon. Et il y a des choses mauvaises, il y a des choses qui peuvent te choquer. Et donc très tôt, après c'est vrai que si déjà lui n'a pas d'écran si on a limité les écrans avant 9-10 ans, déjà on peut gagner un peu de temps. Mais après, il faut voir aussi qu'il y a les amis à l'école qui, eux, ou à la troupe scout qui, eux, ont des écrans et qui pourront leur montrer des choses. Donc, très, très vite, il faut quand même leur dire, attention, il y a des choses qui peuvent te choquer, attention, il y a des choses qui ne sont pas belles. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, voilà, très bien, Marie a parfaitement compris. Elle nous écrit « Merci beaucoup pour votre réponse. Je comprends en effet qu'il faut éduquer à l'amour vrai d'abord. En effet, à 8 ans, ils n'ont pas trop d'écran, mais on ne sait pas ce qui peut arriver d'ailleurs. » Merci pour votre témoignage, Marie. Merci à tous pour votre participation à cette conférence. Un immense merci, Philippe, pour la clarté de vos propos et pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir sur ce sujet important pour protéger nos enfants. Voilà. Je vous propose qu'on se confie à la Sainte Vierge. Merci, Philippe. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour une prochaine conférence du RASO. Très bonne soirée et à bientôt. Voilà, Merci bonsoir. Philippe. Bonsoir. Bonsoir.